climatique s'accélère. Les employés travaillent au minimum 48 heures par semaine. 4 mètres carrés par animal. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Depuis janvier, alors là c'est le régal, une campagne super, Fillon, voilà, il est en face de moi. C'est ridicule. Somebody's got to do something about Antifa and the left. On s'est mis en grève. Explosion, bien sûr. Bien le bonjour à toutes et à tous. Bien le bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Karim de la chaîne YouTube Politicon. Bonjour à toi, Karim. Bonjour et merci pour l'invitation. Eh ben, merci à toi d'avoir répondu positivement à cette invitation. Bonjour à tout le monde dans le chat. Là, bonjour Twitch. Je vois que ça discute depuis tôt ce matin dans le chat. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, interview à propos de ton livre, Karim, qui s'appelle le même nom que ta chaîne YouTube, Politicon, avec le sous-titre Tout ce qu'il faut savoir des idéologies qui ont façonné notre monde. Tu as sorti ce bouquin, donc tu me disais que c'était le 15, donc il y a quasiment un an maintenant, c'est l'anniversaire de la sortie, ouais. Et un ouvrage qui, en 200 pages, réussit l'exploit de parcourir l'ensemble des courants de pensée politique de l'Occident. Alors c'est les pensées politiques occidentales, de l'Occident moderne, et ça nous permet aussi je trouve moi, de mettre en perspective notre actualité, notre actualité politique, etc., notre présent. Pour commencer, peut-être, comment t'articules ton travail de ta chaîne YouTube à ce livre-là? Est-ce que c'est le même genre de boulot? Tu disais par exemple que ton travail de vidéo, on en parlait juste avant, ton travail de vidéo c'était déjà beaucoup d'écriture. Quel était l'objectif, tu vois, comment tu vois l'articulation entre ton travail YouTube et le livre que tu as sorti l'année dernière? En fait, ouais, effectivement, comme je te disais, du coup, le travail d'écriture a été plus ou moins facilité par le fait que j'avais déjà l'habitude de faire les scripts pour les vidéos. C'était déjà c'était forcément très écrit, hein. Et en fait, le travail du livre, c'est en quelque sorte plus un travail de mise en lien entre les différents sujets que j'ai pu déjà présenter, un peu de systématiser tout ça pour le représenter à travers une présentation des grandes idéologies de la modernité, de l'histoire depuis le libéralisme, grosso modo, quoi. Puis le socialisme, les autoritarismes, etc. Et donc, ouais, ça permet d'avoir une grande image, une grande vision d'ensemble des idéologies qui s'articulent, de différentes manières. Et tandis que sur la chaîne, le travail sera en quelque sorte, entre guillemets, un peu plus précis, quoi. Oui, tu as sorti par exemple récemment une vidéo, et en plus une deuxième partie sur Rousseau, très précisément, ça, ouais. etc., quoi. Ouais, là pour le coup, j'ai été encore beaucoup plus dans le détail. Et puis d'un point de vue un peu que j'ai repris du livre d'ailleurs, hein, d'un point de vue plus histoire contextuelle des idées, c'est-à-dire avec le contexte social, le contexte historique, qui influence les idées, les manières de penser les choses et de les changer éventuellement. Et en fait, maintenant, je vois un peu le livre comme une sorte de guide qui pourrait du coup accompagner aussi des vidéos plus précises sur la chaîne. Donc paradoxalement, on pourrait dire que le livre est plus général alors que la chaîne est plus précise. Mais c'est comme si on avait cette vision d'ensemble avec le livre, et puis sur la chaîne, on peut aller voir des choses de manière plus précise. Oui, une espèce d'introduction à ta chaîne. Ouais, en quelque sorte. Générale, En tout cas, quelque chose qui permet d'avoir une vision d'ensemble de l'histoire des idées politiques occidentales, quoi. Et en effet, lire ton livre, c'est donc parcourir toutes ces idéologies politiques. Tu as parlé du libéralisme, tu parles des socialismes, tu parles des régimes autoritaires, du totalitarisme, etc. Donc tu retraces tout cela. Qu'est-ce qui t'a donné, je sais pas, un peu bateau comme question, mais c'est la vulgarisation. T'en fais là dans ce livre-là, t'en fais sur YouTube depuis grave longtemps. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de
de faire ce genre de boulot? Je te le demande parce que moi, je me le demande aussi des fois pourquoi je fais ça. Ah, bah c'est vrai qu'on sait toujours pas pourquoi on fait les choses, hein. Ou alors on les justifie a posteriori. Mais non, en fait, bon, c'est vrai que dans le monde un peu YouTube, Vulga, et puis même voilà, en général, le livre, c'est des fois un passage un peu obligé. C'est pas forcément quelque chose. Enfin, si, c'est quelque chose auquel j'avais déjà pensé, sans avoir de direction bien précise en fait. Et pour le coup, cette direction, elle a été donnée par l'éditrice qui m'a contacté, donc chez Nouveau Monde, et qui m'a proposé de faire le livre. Et puis du coup, en discutant ensemble, elle m'a aidé du coup à trouver cette direction-là. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Ça n'a pas été un projet qui a été initié par voilà, moi-même directement. Dans le sens voilà, où c'est elle qui m'a contacté, et puis on a discuté ensemble de la manière dont on pouvait faire les choses. Parce que sinon, voilà, tout seul, j'aurais été... Voilà, il fallait un cadrage pour ce genre de travail de toute façon, quoi. Donc le cadrage éditorial était parfait de ce point de vue-là. C'est grave intéressant de voir ça, que c'est pas Mm. forcément... On se dit toujours c'est l'auteur qui a l'idée de A à Z de son bouquin. Non, ou ouais, l'autrice, bah là, pour le coup, pas du ouais, tout là, non, quoi. c'est toujours un travail collectif en quelque sorte, quoi. Même si évidemment le texte, voilà, le texte est forcément façonné par moi-même, quoi. Mais voilà, la manière dont il va se faire, dont il va se présenter, etc. C'est une entreprise éditoriale, quoi. Mm. Et ton livre, donc on l'a dit, il rassemble énormément de théories, etc. Comment tu as fait, justement, peut-être dans une discussion avec ta maison d'édition et ton éditrice, comment tu as fait pour te dire, ok, tu répertories déjà un énorme nombre de personnes qui ont écrit des textes, qui ont émis des idées. Quelle limite comment déjà tu as travaillé sur tout ça pour rassembler tout ça? Et puis peut-être après, quelle limite? Mais déjà, comment tu as réussi à rassembler? Ça doit être un énorme travail de lecture, en fait, on suppose, quoi. Ouais. Alors en fait, ce qui a facilité aussi l'écriture, et puis c'est que j'avais déjà, avec la chaîne, en fait, j'ai commencé en 2016, la chaîne. Donc j'avais déjà un corpus de biblios, de notes, de scripts, voilà, de livres autour de moi sur lesquels je savais que je pouvais aller me rediriger pour écrire le livre. Et puis, comment dire? Voilà, j'avais déjà cette masse-là, donc ça a été facile, ça a été plus ou moins facile pour de faire les choses. En fait, le travail, ça a surtout été voilà, d'articuler les chapitres entre eux, de savoir comment les présenter, et puis d'ajouter aussi des sources qui, comme je le disais, du coup, ajouter du contexte un peu historique, du contexte social aussi, puisque l'histoire des idées maintenant, et je le fais ça aussi sur la chaîne forcément, parce que c'est quand on fait de la vulgarisation en plus, bon, c'est un peu aller dans le détail, ça peut être forcément un peu rédhibitoire, mais l'idée c'était vraiment voilà, pas d'aller dans le détail de ce contexte social historique, mais en tout cas de l'évoquer, parce que voilà, l'histoire des idées n'est pas quelque chose faite maintenant de manière décontextualisée, où Platon discute, ou Aristote, là j'allais faire des anachronismes, mais justement c'est comme ça que l'histoire des idées se faisait un peu comme dans une disserte de philo, où on va discuter Platon avec Nietzsche, ou je sais pas quoi, comme s'ils discutaient entre eux, et que ils se posaient des questions de manière un peu universelle, genre qu'est-ce que l'État, etc. Comme s'ils parlaient du même État en quelque sorte. Donc ça serait de l'anachronisme, voilà. Et donc l'idée, c'était un peu de préciser les choses pour savoir que voilà, Marx, par exemple, quand il se pose des questions par rapport à l'économie, à l'État, etc., c'est dans un contexte particulier. Quand c'est Locke, quelques siècles auparavant, c'est dans un autre contexte pour répondre à d'autres problématiques sociales, politiques et historiques. Et donc l'idée, c'était d'ajouter ça. Et donc ça, c'est des choses que j'ai dû lire aussi, parce que c'est pas forcément... j'entrais pas dans ce genre de détails auparavant sur la chaîne. Et voilà. Et après, il y avait des chapitres sur lesquels j'avais pas encore travaillé sur la chaîne. Donc là, j'ai dû aller fouiller un peu plus le corpus pour trouver comment parler de tout ça, comment placer les auteurs, les autrices et les historiens qui en parlent. Puisque c'est un livre de seconde main, forcément. C'est pas moi qui ai fait le travail de recherche primaire pour dire, voilà, le fascisme, c'est ça, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qui permet d'avoir un point de vue général sur la manière dont l'histoire des idées se fait actuellement, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer pour savoir qu'est-ce que c'est réellement que le socialisme, le libéralisme, etc. Et je me dis aussi, ce qui est difficile dans ce genre de choses-là, c'est justement quelle limite
tu t'es mis, notamment par exemple, parce qu'il y a enfin, l'histoire des idées est sujette à débat, on a toujours des gens enfin, je sais pas, on a toujours des gens qu'on n'a pas lus ou qu'on n'a pas le temps d'intégrer, etc. Ouais, À quel bien sûr, moment ouais. tu t'es dit, ok, mais là, je me mets cette limite-là, là, je dois m'arrêter, je peux pas, sinon c'est l'infini du travail et je sortirai jamais ce bouquin-là. En termes de limites sur les débats, mais aussi de limites, je sais pas moi, historiques, Ouais. géographique aussi, parce que tu parles quand Ouais, même bien beaucoup sûr, de ouais. l'Occident. Comment t'as construit ces limites-là? Alors, j'ai commencé sur la première question, du coup, sur la limite des débats. En fait, je me suis servi du corpus que j'avais déjà et enfin, en tout cas, des livres que j'avais, à ma disposition. Puis après, évidemment, j'en ai consulté d'autres, j'en ai lu d'autres. Mais en fait, voilà, j'ai à partir de livres d'histoire des idées qui brassaient, enfin, de manière beaucoup plus large les choses, heu, j'ai un peu vu, bah, forcément les auteurs un peu incontournables, et quand il y avait des débats par exemple sur le fascisme, parce que la définition du fascisme, fait elle-même débat, la définition du totalitarisme fait elle-même débat, par exemple. Puisque voilà, c'est forcément très ancré dans des débats intellectuels, dans des controverses, et cetera, au XXe siècle. Bah, je les évoque. Alors je tranche pas le débat parce que c'est pas trop mon rôle, mais en tout cas, voilà, je me dis: «Bah, tiens, peut-être que la manière de s de enfin, quand je dis je tranche pas, je dis que j'essaie quand même de dire: "Bah, tiens, peut-être que cette manière de penser les choses semble plus cohérente par rapport à une autre"». En fait, voilà, je me disais: «Est-ce que voilà, qu'est-ce qui est le plus cohérent par rapport à la manière dont moi-même je présente les choses?» C'est-à-dire où par exemple, je pars d'une définition du clivage gauche-droite qui elle-même pourrait faire débat, mais je me dis: «Bon, je vais chercher le plus de cohérence possible d'un point de vue, philosophique, puis en même temps d'un point de vue historique pour dire que, on peut pas plaquer, par exemple, des idées de gauche sur telle ou telle idée ou des idées de droite sur tel contexte, et cetera». Voilà, et puis après voilà, sur les auteurs que j'ai utilisés, enfin les pas les vulgaires, les chercheurs, les chercheuses que j'ai utilisées, je pense que c'est celles qui faisaient quand même, qui faisaient assez consensus sur la question et qui apportaient en tout cas des éléments qui me semblaient le plus cohérents, et le plus pertinent par rapport à ce qu'on pouvait en dire, quoi. Et sur la limite historique, et géographique, en fait, ça a été aussi le travail éditorial, pour le coup. Parce que, au départ, ouais, on aurait pu aller peut-être de manière plus ancienne, dès l'Antiquité, et cetera. Mais, comme c'est un livre sur les idéologies, que c'est un terme qui est apparu assez tardivement, ça aurait été assez anachronique de dire que Platon a une certaine idéologie, et cetera. Même si on pourrait le faire, mais de manière un peu, il faudrait vraiment préciser les choses pour dire que, dans l'Antiquité, il y a une espèce d'idéologie, voilà. Pour dire que c'est une vision du monde, qui implique, des manières de voir le monde, des manières de vouloir le changer ou pas. Mais bon, voilà, ça demanderait un travail d'explicitation beaucoup plus précis et pour justifier tout ça. Et donc voilà, en fait, ça s'est fait assez naturellement et surtout, j'avais aussi une contrainte, comment dire? En termes de nombre de mots, de nombre de signes et donc voilà, on pouvait pas tout dire sinon déjà que c'est un format assez ramassé. Alors si il fallait étendre, géographiquement et historiquement le sujet, ça aurait été, assez encore plus dense, Oui, et ramassé, donc ça aurait été compliqué. on voit Et bien puis la la densité du bouquin que là, Ouais. c'était déjà beaucoup, quoi. Et pour comment dire? La délimitation géographique, c'était aussi, en tout cas pour un premier livre, c'était le plus simple parce que c'est pas les pensées orientales, voilà, ou africaines, par exemple, qui auraient pu être super intéressantes à développer et ça manque dans la vulgarisation, c'est sûr. Ça aurait demandé un plus gros travail, pour, recouper des sources, voilà. Il y a beaucoup plus de sources aussi sur les pensées occidentales que sur les pensées, orientales, d'un point de vue politique en tout cas et ça aurait été voilà, c'est des choses que je maîtrise pas, forcément bien donc oui, autant commencer, par quelque chose de Par plus ce que sûr. tu sais faire. Ouais. Et tu commençais à parler d'idéologie, justement, ton livre commence et on se doute bien de la complexité de tous les mots que tu utilises tout le long du Mmh. bouquin. Tu parles de démocratie, de république. C'est des mots qui sont l'objet constamment de débats.
évidemment. Et tu passes justement un peu de temps au début à discuter de ce que c'est l'idéologie, idéologie comme représentation du monde, tu commençais à le dire. En quoi cette manière de voir le monde change et pourquoi ce mot-là apparaît à la modernité, historique au moment de la création des États modernes, etc. Pourquoi en Occident? Pourquoi ça apparaît à ce moment-là tel quel cette expression d'idéologie et comment ça se fait qu'il y a cette façon-là de voir le monde qui apparaît comparée à une autre précédemment, quoi. Ouais. Bah, pour dire les choses de manière assez grossière, en fait, du coup, la modernité, elle apparaît un peu comme euh, vraiment, pour le dire très vite, hein, quand le Moyen-Âge, l'époque médiévale commence un peu à disparaître, où en fait, les manières de faire, les manières de voir le monde, et les manières de gérer ce monde d'une manière politique et économique aussi commencent à changer. On passe de l'époque féodale, du coup, en même temps, le capitalisme voilà, commence à se former de manière très lente, et on a aussi une nouvelle vision du monde où peu à peu, c'est plus l'individu qui va prendre comment dire. C'est pas tant le groupe qui va pas sembler important que l'individu. Voilà, par exemple avec le libéralisme ou le républicanisme, qui sont des pensées qui apparaissent du coup vers le 15e, 16e siècle. C'est l'individu qui prend une certaine place et du coup la défense de la liberté individuelle, etc. Alors pensée de manière après différente selon les idéologies, selon les pensées, et donc voilà, il y a plein de changements qui font que l'époque moderne apparaît en tant que telle, de manière très lente, hein, ça se fait pas comme ça. Voilà, et puis aussi on a l'État moderne qui apparaît, qui se construit, qui se centralise, qui acquiert une espèce d'autonomie par rapport à la manière de faire à l'époque féodale, où voilà, on a un seigneur qui en dirige d'autres, voilà, de manière très, très hiérarchisée. Et voilà, les visions du monde changent, etc. Et donc, plein de manières de penser ce monde vont aussi apparaître pour un peu penser la manière dont la liberté doit être conçue, ou l'égalité, parce que du coup, vu qu'on fait plus de place à l'individu, bah, aussi on va faire plus de place à l'égalité entre les individus. Mais c'est la manière dont on va penser cette égalité qui va changer selon les pensées. Est-ce que c'est une simple égalité en droit, une égalité de fait, etc. Et en fait, le terme idéologie, lui, il apparaît vers la fin du XVIIIe siècle, mais avec un philosophe qui s'appelle Destutt de Tracy, où d'abord l'idée d'idéologie, c'est l'étude des idées, en fait. Enfin, voilà, c'est la logique des idées, l'étude des idées, pour savoir comment elles se forment dans le cerveau, dans l'esprit. Et en fait, bon, après, c'est un peu une anecdote historique, mais alors je sais pas est-ce qu'elle est vérifiée totalement, mais ça serait Napoléon, du coup, qui, en jugeant un peu ces penseurs-là, qui étudient les idées un peu dans l'esprit, aurait dit... et c'est assez marrant, ça, cette idée-là, parce que du coup, c'est un peu la connotation péjorative qu'on retrouve encore aujourd'hui. En fait, Napoléon, il leur a dit de ces philosophes qui sont un peu trop dans le monde des idées, qui sont un peu trop idéologues, pour le coup. Enfin voilà, c'est lui qui a donné cette connotation péjorative au mot idéologie, donc au début du 18e. Et après, le mot est un peu tombé voilà, pendant quelques années en désuétude, et après, bah, c'est Marx qui a repris le flambeau du terme idéologie, qui lui a redonné qui lui a donné, alors toujours de manière un peu négative, hein, mais qui lui a donné une nouvelle définition, où du coup l'idéologie, c'est vraiment une représentation illusoire et inversée de la réalité elle-même, où par exemple on pourrait dire qu'aujourd'hui que la pensée bourgeoise imagine que tout fonctionne au mérite, que du coup si les riches le sont, c'est parce qu'ils le méritent, et que voilà. Et évidemment, si on étudie un peu plus les choses et qu'on réinverse la réalité, on voit bien que le mérite, ça serait une illusion, etc. Donc voilà, on pourrait dire que ça, c'est un peu la connotation péjorative du mot idéologie. Et puis voilà, le mot, encore une fois, après, au XXe siècle, a gagné une nouvelle définition, un peu plus positive cette fois-ci, pour dire que l'idéologie, c'est aussi quelque chose que tout le monde a, en fait, dans le sens où on se fait toujours une représentation du monde tel qu'il est, parce que en fonction des valeurs qu'on porte, la manière dont on pense ces valeurs, par exemple, je sais pas, si on imagine que l'égalité
l'égalité des droits est importante, on va peut-être être plus libéral. Voilà, si on imagine que l'égalité des situations est plus importante, peut-être qu'on va se placer un peu plus à gauche. Enfin, voilà. Et donc, l'idéologie, ça va être une représentation du monde de manière générale, et puis en même temps, une volonté de vouloir le changer pour améliorer les choses pour tout le monde ou pour quelques-uns, etc. Donc, à la fois une représentation du monde et quelque chose pour changer ce monde, ou pas le changer, si on est conservateur, par exemple. Ou revenir en arrière si on est réactionnaire, et donc voilà. Donc voilà pour cette petite histoire du terme idéologie. Ouais, depuis le début. on a traversé tout plein de choses. Alors, il y a Liolo dans le chat qui disait pourtant, on est d'accord, c'est l'idéologie qui donne un peu de sens général à la vie, une idéologie comme un Ouais. guide. Ça, c'était plus la deuxième, Ouais, c'est ça, ouais. la définition qui s'est développée, deuxième partie du 20e. Et par exemple, ouais, carrément. Et par exemple, du coup, l'idéologie un peu globale de la modernité, ça serait quelque chose qui s'articule autour de la liberté et de l'égalité, qu'on n'avait pas auparavant, enfin, en tout cas, de l'individu. Où l'individu prédomine d'une certaine manière, même si la notion de groupe est toujours importante, nos groupes sociaux est toujours importante, on fait une place plus importante à la figure de l'individu en tant que personne qui a des droits, qui mérite dignité, etc. Alors qu'auparavant, on avait plus une idée globale, c'est-à-dire une harmonie du cosmos, une harmonie du groupe, une harmonie où c'était l'ensemble du monde qui était important, alors que là, on part de l'individu plutôt que de partir de quelque chose de plus grand, en quelque sorte, pour simplifier. Hein. Et donc ça serait un peu une grande idéologie occidentale moderne qui serait intégrée dans nos têtes, dans la manière dont on est socialisé dès qu'on est dans ces sociétés. Tandis qu'on pourrait penser que dans d'autres sociétés, pas forcément occidentales, on est dans d'autres manières de voir le monde. Et comme on a d'autres manières de voir le monde, on a aussi d'autres manières de penser comment il doit fonctionner, comment on doit le changer ou pas, quoi. Et alors, il y a Lufoc qui disait on vient de parler de Napoléon au début du 18e. Non, on a parlé de la création de l'idéologie 18e, enfin du terme idéologie dans le 18e. Puis, c'est ça que tu disais. Ah oui, non, oui, je m'étais emmêlé les pinceaux, effectivement. Napoléon début 19e qui non, mais utilise l'idéologie de manière négative. Mais je voulais dire 19e, ouais, effectivement. Je me suis emmêlé les pinceaux. On a les ça surveille dans le chat que tu Ah ouais, non, pas mais trop c'est très bien. Merci à ceux merci à Philippe et tu. Bonjour à vous et merci pour les abos. Bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent ce matin. Donc on continue avec toi de parler de politique. Là, tu nous faisais une espèce d'histoire de ce terme d'idéologie et tu commençais à définir un peu justement le particularisme de l'idéologie occidentale avec cette question de l'individualité. Ce que je me demandais en lisant ton livre, je ne sais pas si toi tu as la réponse comme ça, mais c'est comment on explique parce que tu demandais justement, tu disais au tout début de l'interview que tout cela se situe socialement, historiquement, etc. Comment on explique ces évolutions de manière de représenter le monde? Est-ce que ça vient de groupes d'intellectuels qui ensuite vont émettre des idées, puis ces idées-là vont infuser dans une population plus large? Est-ce que ça vient d'envie de populations qui partagent, qui vis-à-vis d'événements historiques, qui vis-à-vis par exemple de famine, on peut penser à ça pour les révolutions, etc., vont réagir d'une manière ou d'une autre? Comment est-ce que c'est un mélange? Je suppose que c'est un mélange de tout ça. Comment on explique un peu ces évolutions-là en fait, et qui n'est pas un espèce de statistique? C'est une question vraiment intéressante sur laquelle évidemment il faudrait on pourrait des heures, des heures. Ouais, on pourrait, voilà. Et c'est des choses que je développe pas forcément dans le livre parce que j'en reste à une présentation de ces idées sans aller. Et après, voilà, en source, je peux dire, tiens, on peut aller voir ceci ou cela pour approfondir. Mais après, c'est un grand débat, d'historiographie, d'histoire, pour dire, tiens, et puis c'est un débat qu'on a depuis Marx, en quelque sorte. C'est-à-dire que lui, il se dit que justement, l'idéologie, c'est une représentation inverse de la réalité. Et il lutte un peu, voilà, après, pour caricaturer encore un petit peu, hein, mais c'est un peu l'opposition entre idéalisme et matérialisme, où dans l'idéalisme, on a la thèse selon laquelle ce sont les idées qui influencent le monde. Ça naît dans l'esprit, et puis ça se dégage, et ça va dans le monde, et ça influence le monde. Et du coup, lui, chez Marx, on aurait la thèse matérialiste,
d'un point de vue social, c'est-à-dire où c'est au contraire les structures sociales, matérielles, la manière dont on produit, les modes de production, dont on produit des biens, dont qui produit les biens, qui exploite qui en quelque sorte, qui vont plutôt favoriser un certain développement des idées à telle et telle époque. Et voilà, donc l'idéalisme, ça serait plutôt cette idée du groupe d'intellectuels qui pensent les choses et qui du coup influencent le monde de manière directe. Et le matérialisme, ça serait plutôt l'idée que ce groupe d'intellectuels, c'est des bourgeois et qui du coup vont finir par légitimer un peu leur position sociale. Bon voilà, là c'est vraiment dit de manière très caricaturale. Et si, en fait, bon, pour chaque idée, pour chaque penseur, en fait, il y aurait des réponses différentes à chaque fois en quelque sorte, puisque le contexte ne va pas être le même, etc. Mais là, je spoil un peu parce que je parle de contexte, et donc forcément, il n'y a pas d'idées qui sont là de toute éternité. Je disais tout à l'heure, Platon, il pense pas à la politique de la même manière que Marx ou Hobbes, Locke, etc. Et donc, voilà, ils sont chacun influencés par un certain contexte social intellectuel, par leur propre position sociale, leurs propres préjugés qui vont parfois discuter ou pas. Et donc, en fait, voilà, alors pareil, hein, pour le dire encore de manière très, très rapide, il y aura toujours un peu des deux, en fait, parce que les penseurs, les penseuses sont toujours insérés dans un certain contexte social et historique, et qui disent, et ils pensent pas les choses de manière éternelle, mais ils pensent un peu leur contexte. Et il y a toujours voilà, une sorte d'aller-retour entre le contexte, la manière dont les gens pensent les choses, etc., qui vont aussi influencer des manières de faire, des mouvements politiques. Donc voilà, il y a un peu la réponse facile, hein, mais il y a un entre-deux en quelque sorte entre le monde le monde intellectuel plutôt, on va dire, et puis le monde social. Ouais, non, mais il y a. J'imagine, enfin, c'était pas une question en plus très facile Ouais, que je te ouais. pose là, et puis de toute façon, c'est aussi un peu ce que tu fais dans ton livre, de tirer à grands traits quand on veut faire une histoire comme ça en long sur plusieurs centaines d'années, des idéologies politiques, etc. On est obligé de tirer à grands Ouais. traits sur certaines choses, même si je trouve que au final, tu t'arrives à être assez précis sur certaines choses. Et par exemple, tu parlais d'idéologies qui naissent dans des choses, enfin dans des moments et des conditions sociales très situées. Les socialismes, comme tu les appelles, parce que tu vas différencier après le communisme, le socialisme démocrate, l'anarchisme, etc. Le socialisme se crée à l'époque de la révolution industrielle, donc dans des conditions matérielles qui Oui, sont, c'est ça, oui. qui sont en train de changer, etc. Et du coup, à un rapport, par exemple, au travail, à la qualification du travail qui est très très important. Aujourd'hui, on aurait une vision du travail beaucoup plus critique. Dans les socialismes des débuts, le travail est quelque chose qui peut être libérateur s'il n'est pas contrôlé par les capitalistes, par exemple. Voilà, là, c'est quelque chose qui montre bien que tout cela est très situé, je trouve, non? Ouais, effectivement, ouais. Ouais. Et puis, alors après, du coup, même, voilà, dans ce sens-là, c'est vraiment explicite, hein, quand Marx, par exemple, enfin, dans le Capital, il y a énormément de morceaux qui décrivent la manière dont ça se passe dans les usines en Angleterre, par exemple. Après, il y a des penseurs qui sont un peu plus contextuels, et puis là, qui sont un peu plus détachés de leur contexte historique. Par exemple, quand Locke fait sa théorie du contrat social à lui, là, dans son livre, il n'y a pas d'exemple directement historique où voilà, il va imaginer plutôt des situations pour dire bah tiens, la société fonctionne de telle ou telle manière, l'État fonctionne de telle ou telle manière. Et après, c'est l'histoire des idées actuellement qui, justement, enfin en tout cas des auteurs qui s'attachent à montrer bah, si Locke pense ça, c'est parce qu'il est influencé par tel ou tel débat de son époque, qui d'ailleurs a peut-être plus à voir avec la religion qu'avec la politique, enfin voilà, bon bref. Et donc voilà, c'est un peu le travail des historiens, des chercheurs, chercheuses en histoire des idées qui vont un peu développer, qui vont essayer de replacer en contexte pour expliquer, bah tiens, tel ou tel penseur a pensé telle ou telle chose parce qu'il avait ce contexte-là, parce qu'il était en débat avec tel ou tel auteur qu'on a oublié, mais c'est important de redire qu'il y avait ce débat-là à l'époque.
pour justement ne pas penser que Locke, en fait, il pense l'état de toute éternité, comme le faisait Platon, comme le ferait Platon, ou je sais pas qui, ou Aristote, ouais. Et une des idées politiques, et ça tu le précises dès le début, une des grandes idées politiques qui émergent avec le libéralisme, c'est l'idée qu'il y a une vie publique et une vie privée. Et c'est ce discours qui va justifier notamment, parce que tu disais l'égalité entre les individus, mais pas tous les individus. C'est-à-dire qu'il y a un discours qui va justifier l'exclusion de toute une partie de la population, notamment des femmes, qui sont, elles, cantonnées à la représentation d'une vie privée, qui donc du coup ne participe pas à la politique, ce qui fait qu'il y a peu de travail de femmes à exploiter, ou alors il a été largement invisibilisé. On peut penser aux nombreuses femmes d'eux, etc., qui ont en fait bossé sur des théories, tout comme leur mari, mais dont on a retenu le nom du mari. Comment s'est opérée cette exclusion, parce que on voit bien qu'il y a cette espèce de contradiction qui est au fondement même de la réflexion libérale occidentale, qui est de dire on libère, enfin les individus sont tous égaux, et on réfléchit sur l'égalité, la caractéristique de l'égalité, mais en même temps on exclut toute une partie de la population, les femmes, les personnes racisées, avec l'esclavagisme puis le colonialisme, etc. Comment s'opère cette espèce de justification idéologique de l'exclusion de toute une partie de la population, en fait? Ouais, effectivement, du coup, tu soulignes bien le fait que, comme je le disais tout à l'heure, les idéologies, elles apparaissent avec cette donc, prévalence de l'individu, où il y a l'idée avec le libéralisme, d'égalité des droits, d'égalité de dignité, en quelque sorte, avec tout ce que ça peut, ce que ça peut signifier ou pas. Égalité de liberté de chacun, mais effectivement, vu la manière dont la société fonctionne, ça peut poser problème que comment on va penser cette égalité-là de manière concrète, quoi. Et quand le libéralisme naît, quand il se façonne un peu de manière institutionnelle aussi avec les révolutions au XVIIIe, on se dit peut-être que les plus pauvres, en fait, ok, on est tous égaux, mais les plus pauvres, ils sont peut-être pas doués pour diriger les choses de manière politique. Donc pour le coup, on va imaginer un système où en fait tous ceux qui sont égaux, ok, on est tous égaux en droit, d'accord, mais il faut être représenté par des gens qui sont capables de diriger les choses de manière politique. Donc là, c'est l'idée un peu de régime représentatif qui émerge, et ça va créer les conditions de ce qu'on va appeler après la démocratie représentative, dans l'idée que, en fait, voilà, le peuple est souverain, mais comme quand même il n'est pas super doué ou il n'a pas le temps, il faut qu'il soit représenté. Voilà, pour dire les choses encore très vite. Et pour les femmes, c'est un peu là où les personnes qu'on va exploiter dans le monde, en les racialisant, en les infériorisant, l'idée, ça va être que effectivement, pour préserver un certain pouvoir de ceux qui exploitent les autres, ok, on a dit qu'on était tous égaux, mais on va peut-être mettre un peu des exceptions, quoi, en disant que, un peu comme les plus pauvres, les femmes ou les personnes exploitées en raison de leur... parce qu'on les a infériorisées, peu importe l'ordre. Là, il y a un débat aussi de savoir est-ce qu'on a d'abord racialisé et exploité, ou est-ce qu'on a d'abord exploité puis racialisé pour l'esclavage et ensuite le colonialisme. Bon, on va pas rentrer dedans. Mais voilà, on va trouver des justifications. C'est pour ça que le racisme scientifique, par exemple, va se dire, il va se façonner de cette manière pour dire, ils sont quand même un peu moins forts, hein. Ils sont peut-être très forts physiquement, mais intellectuellement, c'est pas ça. Donc on peut justifier de les exploiter, de leur apporter la civilisation ou je sais pas quoi. Et pour les femmes, ça va être un peu la même idée, où on va en tout cas naturaliser des choses, par exemple le fait qu'elles soient dans la sphère domestique. Pour que la société fonctionne bien, il faut bien des personnes qui s'occupent des enfants, qui s'occupent du soin, qui s'occupent, etc. Puis en même temps, les femmes ne seraient pas très douées pour gérer les choses politiques, gérer les affaires. Et donc voilà, on va toujours en fait, essayer de justifier rationnellement une inégalité de fait, alors qu'on a proclamé auparavant une égalité de droit, quoi.
Et donc, voilà, ça se fait de manière parfois très explicite. Chez Rousseau, par exemple, on en parlait. Enfin, c'est vrai que là, du coup, tu évoquais les vidéos enfin, les podcasts qui ont lieu actuellement sur la chaîne. Et Rousseau, dans Les Milles, il dit que il refait un peu l'histoire du contrat social, dans lequel, du coup, les hommes, là pour le coup, les hommes avec vraiment les masculins, peuvent se gérer eux-mêmes en étant souverains politiques. Mais pour que tout ça fonctionne, il faut que la femme, c'est vraiment la femme, hein, Sophie ou la femme, c'est la femme d'Émile dans le livre, elle doit rester à la maison pour s'occuper de toutes les affaires domestiques. Comme ça, les hommes peuvent être tranquilles pour gérer les affaires politiques. Et là, c'est dit vraiment de manière explicite. Ah, mais moi je trouve trop intéressant ce que tu disais, enfin c'est très intéressant de voir à quel point il y a des problématiques qui se posent pour ces gens-là, de voir, il y a des réalités de domination dans lesquelles sont insérées ces personnes-là, et que ces personnes-là veulent conserver, hein. Il y a clairement une pensée conservatiste là-dedans, et il y a après tout un appareil idéologique qui va servir à justifier, qui est créé pour servir à justifier de manière ensuite, une fois que c'est posé de manière un peu naturelle, enfin en tout cas naturalisante, la domination d'une certaine catégorie de population sur une autre. Tu parlais des bourgeois sur les classes populaires, des hommes sur les femmes, des blancs sur les personnes racisées, etc. etc. Et c'est vrai que là on le voit bien dans ce que tu écris, parce que tous les courants idéologiques que tu décris sont concernés par cette espèce d'égalité, enfin d'inégalité de fait, même par exemple, bon c'est assez connu, mais même par exemple le courant anarchiste avec Proudhon qui va être une personne ultra réactionnaire sur les questions de colonialistes, etc. quoi. Même dans ces endroits où on essaie de penser, où la liberté de l'individu est pensée de manière assez poussée, on va garder des espèces de cloisonnements de qui ça concerne, quoi. Ouais, même chez Proudhon, ça sera un peu comme chez Rousseau en fonction du genre. En fait, pareil, la société anarchiste, on peut la développer, mais il faut que les femmes soient à la maison pour que, du coup, l'anarchisme puisse se développer, quoi. Bon, voilà, on retrouve un peu effectivement le même genre d'idée. Et là, pour le coup, on a vraiment le mélange entre le versant négatif de l'idéologie qui vient justifier des dominations, qui du coup inverse la réalité, la manière dont elle se fait pour justifier des dominations, et l'idéologie d'un point de vue plus pas positif, mais en tout cas d'un point de vue, en tout cas du point de vue de la représentation du monde qu'on a tous, quoi, et qui va être plus ou moins fidèle à la réalité. Et on voit en plus que tout cela repose, tu te parlais donc toutes ces idées, et enfin ça correspond aussi à une réalité, c'est-à-dire que si en effet pour que l'anarchisme ou pour que le libéralisme opère, il faut que les femmes restent dans le cadre du foyer pour s'en occuper, etc. De même pour que l'économie libérale, capitaliste opère en Occident, il faut que la mise au travail forcée de tout un ensemble de populations en Afrique, de manière dans un cadre d'exploitation colonialiste, etc. En fait, toutes ces réalités de fait de développement économique de l'Occident vont être appareillées dans un système idéologique, quoi. Enfin, pour conclure un peu ce qu'on disait là, quoi. Ouais. Ce qui est super intéressant quand on le voit là dans ton livre de manière globale, quoi. Donc voilà, je lis un peu ce que disent un peu les gens. Bonjour à toutes celles qui débarquent au fur et à mesure aussi, hein. Les contractualistes occidentaux, dit Young Fire Monkey, c'est un bail, oui. Déjà, ils font mine d'oublier que la modernité est un contrat racial. Oui, c'est un peu ce qu'on disait sur la question c'est ça, ouais. Sur cette question-là. Où effectivement, ça a des contrats implicites qui sont... voilà, souvent, il y a un peu l'idée du contrat social qui, effectivement, implicitement, est un contrat sexuel, pour reprendre l'expression de la philosophe qui a théorisé ça, donc Carol Patman, puis qui a influencé aussi Charles Mills, qui a écrit du coup le contrat racial, et qui du coup montre comment tout ça, en fait, implicitement, il y a une domination qui est justifiée de manière implicite et qu'on accepte tous de manière inconsciente.
ou pas, euh, en acceptant le monde tel qu'il est, quoi. Euh, alors attends, parce que du coup, on a fait des sauts dans mes questions. Je regarde un peu ce que je. Euh, ce que je vais dire. Ah oui, pour reparler peut-être un peu anarchisme, ce qui est intéressant avec l'anarchisme et ce que tu décris, c'est que bah, c'est une des idéologies modernes une des seules idéologies modernes qui se construit pas autour de la construction de l'État et plutôt critique de l'État en fait. C'est une pensée anti-État qui décrit l'État comme une institution coercitive, etc. Est-ce que l'anarchisme est aussi minoritaire qu'aujourd'hui dans les pensées politiques à l'époque, parce qu'on peut penser quand même qu'il y a, enfin là, je sais pas, on pense à la Commune, 1871, etc. On pense qu'à un moment donné, ce courant-là avait plus d'importance. Est-ce qu'il avait plus d'importance à un moment, plus d'influence qu'aujourd'hui? On pense à la Première Internationale où ça a été le lieu de débat également. Comment ça s'est organisé ça et est-ce que c'est un déclin de ce genre de pensée-là ou comment tu le vois toi là-dessus, sur un temps long? Bah là, pour le coup, je pense qu'il y a quand même une sorte de déclin. C'est vrai que bah, les penseurs anarchistes du 19e, enfin, si on pense effectivement à Bakounine pendant la Première Internationale ou à Proudhon, hein, qui avait quand même beaucoup, beaucoup d'influence. C'est vrai que si on fait un peu l'histoire du socialisme et des batailles, des idées, entre guillemets, à ce niveau-là, en fait, on pourrait dire que c'est le marxisme, en tout cas, quand on est sorti gagnant et qui, du coup, a éclipsé au fur et à mesure du 19e puis du 20e les pensées anarchistes, qui sont restées assez vivaces quand même. Bon, si on pense à l'Espagne dans les années 30 et puis 36, quoi. Mais effectivement, voilà, il y a eu alors pour le dire de manière très neutre, hein, il y a eu une mainmise du marxisme, voilà, par rapport à d'autres idées qui ont eu tendance plutôt à éclipser plutôt les versions anarchistes, en tout cas les versions anarchistes socialistes dans l'histoire militante et dans l'histoire des idées. Après, après, il y aurait plein de nuances, mais il y a une version individualiste qui a peut-être plus eu de succès, on va dire, aux États-Unis, mais qui a tourné vers l'anarcho-capitalisme. Et puis du coup, là, on oublie complètement l'anarchisme socialiste. Donc bon, ça serait autre chose. Mais ouais, je pense que du coup, c'est la manière dont la Première Internationale s'est réalisée, la manière dont elle a été dissoute, etc. Et puis l'histoire telle qu'elle s'est faite qui font que effectivement il y a eu une sorte plutôt de déclin, mais qui est revenu. Enfin, après, dans le monde universitaire, le marxisme a eu beaucoup de succès aussi dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ça s'est éclipsé un peu après, ça revient, et l'anarchisme revient aussi. Enfin, c'est quand même un domaine d'études qui dans le monde universitaire est assez revenu en force. Des études sur Bakounine, sur Proudhon, voilà, qui permettent de redonner un peu en tout cas dans le monde universitaire. Dans le monde militant, bah, c'est toujours un peu compliqué, mais effectivement, même s'il y a plein de groupes, etc. Mais ouais, il y a eu cette sorte de déclin où ça revient un peu, où les socialismes reviennent un peu dans l'histoire des idées pour les étudier avec tout l'intérêt qu'on doit porter à ces idées, quoi. Mais là, du coup, c'est intéressant aussi ce que tu dis, c'est que ces idéologies, c'est aussi enfin, il y a aussi à un moment donné, du coup, une espèce de bataille des idées, hein, bataille des idées, d'imposer ces idées, alors de manière plus ou moins différente. La manière dont on l'a institué aujourd'hui, alors même si est-ce qu'il y a vraiment une bataille des idées, c'est d'autres questions qu'on peut se poser, c'est dans le cadre d'une démocratie représentative, de vote, où différentes idées s'opposent via le vote. Mais en tout cas, ça symbolise bien cette espèce de... Il y a une bataille des idées, il y a des idées qui sortent beaucoup plus et d'autres qui passent aux oubliettes ou en tout cas qui sont pour un temps donné beaucoup plus marginalisées, quoi. Alors après, on pourrait dire que cette bataille des idées, parfois, elle recouvre aussi une bataille d'opposition, hein. Par exemple, on peut très bien imaginer que voilà, c'est aussi pour garder un certain pouvoir symbolique ou matériel,
et que se battre pour ses idées, c'est aussi se battre pour sa position sociale. Mais bon, voilà, on pourrait, Oui, on oui, pourrait voilà, la bataille couper des des heures là-dessus, quoi. c'est la bataille des idées n'est comme l'idéologie, les idéologies politiques n'est pas exempt de toute Oui, c'est voilà, ça, ouais, situation d'intérêt historique, d'intérêt trop fort. contexte, position, Et etc. puis à chaque f et puis ouais, faudrait dégager à chaque fois le contexte et cetera pour voir, ce qu'il en est. Euh, tu fais un dernier, enfin non, si c'est un dernier chapitre, je sais plus, j'ai plus exactement en tête. Tu Ouais. fais tout un chapitre. Alors tu fais d'abord tout un chapitre peut-être pour faire peut-être plus de liens là dans la dernière, parce que là il est 9h47, je t'avais dit 1 heure, donc si on veut pas trop dépasser, je veux pas trop abuser de ton temps, peut-être se tourner vers des questions plus de liens, si ça t'intéresse de le faire des liens avec l'actualité. Tu fais Mmh. alors tu fais l'avant-dernier chapitre, il me semble, c'est tout un chapitre sur les régimes totalitaires, enfin le Autoritaire, voilà, ouais, les autoritaire, le autoritarismes, totalitarisme, mmh. etc. Sur le fascisme, tu développes toutes ces idées-là. On observe là, en ce moment, dans le cadre politique, etc., depuis quelques années, une remontée d'expression décomplexée du racisme, une réorganisation de l'extrême droite, des dérives autoritaires des régimes démocratiques. Tu commences un peu à en parler dans ton bouquin. Est-ce que pour toi, on peut dire qu'il y a fascisation de la société? Est-ce que c'est différent de ce qui a pu être, le cas, dans la première partie du XXe? Je trouve que tu as une analyse assez intéressante. Est-ce que tu peux nous en faire part un peu, peut-être, pour faire des liens avec le présent aussi, et Mmh. notamment sur ces questions-là de qu'est-ce que c'est le fascisme et est-ce qu'on vit une période de remontée fasciste, quoi? Bah, c'est c'est une sacrée question parce qu'en fait, alors déjà dans les débats historiques, rien qu'au XXe, même avant qu'on se demande est-ce que, on vit dans une période fasciste ou de fascisation, la définition du fascisme porte beaucoup à débat en fait, sur ses origines aussi, enfin il y a énormément de débats intellectuels, historiographiques là-dessus. Est-ce que le fascisme, c'est que le fascisme italien? Est-ce qu'on peut généraliser ça à d'autres régimes autoritaires? C'est quoi le lien avec le totalitarisme, par exemple? Enfin bon, bref, il y a énormément de débats que je peux pas résumer là-dedans, quoi, mais et d'auteurs, enfin, il y avait l'historien israélien Sternel, par exemple, qui se pose la question: «Est-ce que les origines du fascisme sont, françaises?» Alors du coup, alors après il y a plein de réponses, d'historiens qui disent: «Bah non, enfin c'est plus compliqué» et cetera. Enfin bon bref, peu importe. Et et puis après, il y a avec ça, il y a le mélange un peu, militant du mot fascisme qui est utilisé, comme tous les mots, hein, il y a pas de souci avec ça, enfin, mais qui peut être utilisé de manière extensive pour décrire un simple autoritarisme, enfin «un simple autoritarisme» entre guillemets, heu, en perdant parfois un peu de sens, enfin un peu de vue, l'idée que le fascisme a vraiment une idéologie qui repose sur la force, sur une espèce de modernité un peu fantasmée, qui est un peu alternative à la modernité, du libéralisme ou des socialismes, et cetera. Heu et donc voilà, où le mot est utilisé un peu toutes les sauces, un peu comme une insulte, hein, en fait, et du coup, tout ça se mélange et parfois on sait plus très bien de quoi on parle, en fait. Et donc l'idée, ouais, c'est de revenir un peu à une définition un peu plus formelle pour se dire: «Bah tiens, peut-être que, tel ou tel régime politique, on peut le qualifier comme fasciste, celui-là plutôt, de pré-fascisant», en fonction, voilà, de la manière dont les idées fascistes s'instaurent, comment elles s'institutionnalisent. Et là, il y a plein pareil, il y a plein de manières de voir. Par exemple, là, j'essaie de me c'est, Paxton, voilà, je crois, qui, justement, donne trois mouvements au fascisme. C'est-à-dire, d'abord, il s'installe dans les idées, ensuite il rentre dans le monde militant et puis ensuite il s'institutionnalise. Heu, donc voilà, il y a plein de manières de voir comment le fascisme pourrait s'installer et les chercheurs, qui étudient plutôt la question en ce moment, vont pas dire que, je sais pas, même sous Trump, par exemple, ou sous, Modi en Inde, on a un fascisme installé, mais on a quand même des éléments de fascisation, assez importants qui, pourraient faire craindre un État, fasciste vraiment, dans les faits, heu, qui, aurait des éléments, et là je le dis avec plein de prudence, hein, mais qui aurait des éléments, qui ressemblent, en tout cas qui soient, communs avec, les fascismes,
italien dans la première moitié du XXe, et le régime nazi, par exemple, qui serait une forme allemande du fascisme italien, avec plein de différences et plein de particularismes. En fait, voilà, quand on parle du fascisme, c'est difficile de monter en généralité pour le plaquer à d'autres régimes, puisque pour certains, le fascisme, ça sera que le fascisme historique de l'Italie de Mussolini. On ne pourra pas forcément inclure le nazisme. Et puis en même temps, il y a tout le débat sur le totalitarisme qui a servi aussi pour beaucoup à délégitimer, alors on va dire, le régime entre guillemets communiste de l'URSS, et en même temps l'idée communiste, ce qui est autre chose. Et donc voilà, tout ça se clash et rendent parfois plein de confusion et qui est parfois difficile à démêler. Et donc voilà, c'est rentrer dans ces débats, essayer de démêler les choses, c'est assez compliqué. Et surtout pour plaquer à la période actuelle où effectivement on assiste à une sacrée montée de l'autoritarisme inquiétante. Est-ce que c'est une nouvelle où on a des éléments de fascisation, mais est-ce qu'on fait un retour en arrière à un fascisme type historique, ou est-ce que du coup on a une nouvelle forme de fascisme avec des éléments propres à notre époque, quoi. Et ça, c'est un travail qui est fait, hein. Je pense à Hugo Paletta qui a écrit des choses là-dessus. Donc voilà, c'est des choses à préciser à chaque fois, quoi. Non, mais c'est là où, par exemple, je trouve que la lecture de ton livre est intéressante, parce que bon, là en plus on résume des trucs que tu dis dans ton livre qui est déjà un résumé de choses, donc Ouais, forcément, c'est ça. forcément on découpe, mais ouais, par exemple tu reviens sur le fait que oui, le fascisme italien, allemand est encore une fois très socialement historiquement situé, qui se développe dans un certain contexte, etc., et que on peut pas faire comme si ce contexte n'existait pas à ce moment-là. On peut pas faire aussi comme si le contexte n'est pas un peu différent aujourd'hui du début du 20e. Tu parles notamment, par exemple, je sais pas moi, de la sortie de la Première Guerre mondiale qui habitue dans les représentations de la violence, qui est complètement différente d'aujourd'hui. On voit bien que les représentations de la violence aujourd'hui et de ce qui est légitime ou pas dans la violence, et de ce qui pouvait être à la sortie d'une Première Guerre mondiale qui a été ultra sanglante, sont complètement différentes sûrement, etc. Donc c'est là aussi, je trouve très intéressant de lire et Ouais, de ça, reposer tout ça, quoi, en fait, de faire la reposer part des tout ça. choses, quoi. Et sans mettre le débat de côté, hein. Enfin, je veux dire, on pourrait très bien penser que justement, avec le monde de l'image dans lequel on est et qui n'était pas celui de l'époque, même si ça a commencé à apparaître de manière importante, on a quand même une certaine habituation à la violence qu'on voit tous les jours avec les guerres, les images qu'on voit sur les réseaux, etc. Et donc, ça s'inscrit aussi dans une espèce d'inconscient collectif qui produit une espèce d'habituation, encore une fois, de phénomènes violents et en tout cas pas de phénomènes violents, mais de violence et de domination envers des groupes, envers des personnes auxquelles peut-être on s'habitue un peu trop. Ouais. Bon, il y a plein de gens, en tout cas, évidemment, qui ont réagi un peu sur ça, mais c'était intéressant aussi que tu dis ça, là. Il y a aussi l'utilisation, il y a différentes utilisations. Toi, quand tu écris ton livre, tu te places du côté d'une utilisation, enfin, de s'inscrire dans une philosophie des idéologies politiques. Donc, du coup, fascisme, à ce moment-là, a un certain sens, qui n'est pas du tout, évidemment, le même sens qui peut être utilisé pour dire, quand on parle des fachos, des fascistes, de montée du fascisme, quand on est dans un cadre beaucoup plus militant, et c'est tout à fait... compréhensible, qui est complètement, enfin, il y a différentes aussi sens, quoi. Ouais. C'est des termes polysémiques, quoi, même s'ils sont liés, quoi. Même Ouais, si c'est tout ça ça, est lié, quoi. différents sens, mais qui peuvent se discuter. Enfin, l'usage militant des termes est totalement légitime, et il peut parfois éclairer le monde intellectuel, entre guillemets, et inversement. Donc voilà, il y a pas. C'est vrai que du coup, enfin, même si ça peut donner l'impression qu'il y a la coupure entre les deux, en fait, il faut que les deux le monde plus intellectuel des chercheurs et le monde militant, en tout cas sur ces questions-là, peut discuter et éviter des effets de domination aussi entre le monde universitaire et le monde militant. Bon, après, c'est une autre question.
Et donc le dernier chapitre où t'ouvres aussi sur toutes les réflexions politiques qui vont se dérouler deuxième partie du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, toutes les questions de la désignation, des oppressions, de la domination. Donc on a parlé tout à l'heure domination masculine, évidemment la domination coloniale. Et tu places par exemple, tu vas par exemple parler des études. Alors, des études postcoloniales et décoloniales qui sont deux choses différentes. Peut-être tu peux déjà revenir là-dessus. Et puis après, je te poserai une autre question. Peut-être Ouais, ça sur marche. la différence entre les études décoloniales et postcoloniales qui sont d'ailleurs, je fais un shout-out à Map qui fait du travail là-dessus, à la chaîne Map sur Twitch qui fait du travail Ouais. là-dessus avec Young Fire Monkey, Philippe, etc. Peut-être pour... Alors du coup, c'est deux pensées qui ont pris un peu leur essor, en tout cas qui ont porté ce nom-là, parce qu'évidemment il y a toujours un peu des précurseurs, des précurseuses avant, dans les années 80-90. Et c'est plutôt le terme postcolonial qui est apparu en premier, avec des auteurs indiens notamment, où en fait, déjà la différence entre les deux, ça va être un point de vue géographique, c'est-à-dire que les auteurs postcoloniaux vont plutôt être issus du monde anglo-saxon, des anciennes colonies anglaises, et ils vont un peu réfléchir, parfois de manière plus ou moins contextualisée, ou alors en allant chercher dans la littérature, enfin des études de Jane Austen par exemple, pour dire que dans Orgueil et Préjugés, on a plein de colonialisme, etc. Voilà, ça va être parfois des études de discours dans la littérature, ou parfois des trucs plus historiques quand même, pour dire, bah voilà, il y a des effets des effets coloniaux qui sont dans les discours, dans la culture, etc. Et qui vont chercher à imaginer comment se sont déroulés les processus de colonisation et comment on les retrouve encore dans nos esprits aujourd'hui, dans plein de domaines. Et voilà, ça va être plutôt pour les auteurs post-coloniaux. Et chez les auteurs décoloniaux, en fait, il y aura un lien, il y aura d'autres influences, et le contexte géographique sera plutôt celui de l'Amérique du Sud, enfin, de l'Amérique latine, avec une focalisation sur la manière dont la modernité, de manière générale, est synonyme elle-même de colonial, en quelque sorte. Et c'est le lien avec le capitalisme, et que le capitalisme, dès le départ, est une entreprise coloniale. Il y aura ce lien avec l'économie et le système monde, en quelque sorte, pour prendre voilà, une expression de Wallerstein qui est un peu importante aussi dans les études décoloniales. Voilà, où tout est imbriqué en fait dès le départ, mais d'un point de vue de la domination raciale et coloniale, c'est-à-dire le capitalisme et puis la modernité en général. Et l'idée décoloniale est déjà, rien que le nom est déjà beaucoup plus politique, c'est-à-dire c'est aussi décolonial, c'est se décoloniser les esprits. Alors il y a déjà un peu cette idée-là dans le post-colonialisme, mais peut-être de manière un peu moins explicite, mais qu'on va retrouver de manière beaucoup plus explicite dans les études décoloniales. Et que se libérer de notre inconscient colonial, c'est aussi se défaire en fait de la modernité telle qu'elle s'est construite dans les faits, quoi. Et c'est là où c'est intéressant parce que et peut-être pour finir là-dessus, tu montres à quel point justement toutes ces pensées critiques des oppressions, alors du coup du colonialisme, de la domination masculine, donc toutes les pensées féministes, de description du patriarcat, etc., se développent énormément depuis quelques décennies. Elles sont très riches, elles sont l'objet dans le cadre des recherches en sciences humaines par exemple de beaucoup de travail, même si elles sont aussi très critiquées par tout un conservatisme académique qui est là pour bien ralentir, enfin pour essayer de ralentir tout ça au maximum. Et pourtant, si cette critique se développe, tu finis un peu sur ton livre sur le fait que, en termes d'horizon
En termes d'horizon politique, on est un peu dans une espèce d'impasse où il n'y a pas de mise à part. Alors je crois que dans ton livre, tu dis, tu prends deux cas extrêmes de dire soit on a une espèce d'espérance, il y a une espèce d'espérance qui est très néolibérale, là par exemple, d'un transhumanisme Ouais, qui, ça, ou d'un technosolutionnisme, etc. technosolutionnisme, Ouais. etc., qui va venir régler les problèmes et les différentes crises dans lesquelles on est bloqué et ce néolibéralisme dans lequel on est bloqué. Ou alors, à l'inverse, il va y avoir des théories beaucoup plus collapsologiques, Juste, ouais. Effondriste, ouais. effondristes, qui vont dire voilà, on va vers la fin du monde, etc. Enfin, dans quoi on se situe pour ne pas, et pourquoi aussi on n'a pas aujourd'hui d'espèce d'horizon plus positif qui se développe plus largement, alors, parce qu'il y a des propositions, hein, t'en parles un peu dans les idées écologistes, etc. Mais pourquoi elle se développe pas plus largement, en tout cas en termes dans les discours, etc. Ouais, du coup, dans la conclu, en fait, je reviens un peu sur l'idéologie, puis surtout les représentations, enfin, où je focalise un peu sur l'idéologie d'un point de vue de représentation du temps, et du temps du temps historique, tel qu'il se déroule. C'est-à-dire que la modernité, elle est plutôt, je parlais de focalisation sur l'individu, et la modernité se caractérise aussi par l'idée d'un temps, avec voilà, l'idée de flèche qu'on va vers un progrès toujours plus grand, qui soit scientifique, humaniste, etc. Alors que, voilà, si on caricature un petit peu, l'époque précédant la modernité était plus cyclique, ou alors de fin du temps, par exemple avec avec la religion chrétienne, où le temps s'arrêterait, et puis du coup tout le monde sera au paradis, ou je sais pas quoi. Enfin bon, là je dis les choses très vite, mais voilà, en tout cas quelque chose de cyclique, ou alors de quelque chose de messianique. Alors que la modernité, c'est plutôt quelque chose qui va vers un progrès indéfini, ou infini, dans lequel l'humanité va toujours progresser vers le mieux, etc. Et voilà, donc ça, c'est un peu l'idée de représentation du temps qu'on avait dans la modernité. Et selon certains historiens, en fait, ça s'est un peu bloqué au XXe siècle, dans le sens où les idéologies, il y a eu des grands blocs idéologiques, donc le libéralisme, le socialisme, qui sont vraiment les deux grands blocs idéologiques du XXe siècle. Il y a eu un peu l'idée aussi qui est apparue de fin de l'histoire avec Fukuyama, où on disait que le libéralisme finalement avait gagné et qu'on pourrait jamais faire mieux que la démocratie libérale représentative. Et c'est comme si l'histoire se bloquait et que il y avait plus rien de possible. Pour certains, la chute du mur de Berlin en 89, ça a signifié la fin du socialisme, et même de l'idée socialiste en général, parce que on avait vu que c'était un échec, comme si l'URSS avait été socialiste, mais c'est une autre question. Et donc voilà, c'est comme si le monde s'était bloqué et qu'on ne pouvait plus rien espérer de mieux, quoi, que les régimes actuels, et que du coup l'Europe occidentale allait apporter la civilisation au reste du monde, et qu'on en resterait là parce que c'est bien pour tout le monde, quoi. Donc il y a eu un peu cette idée-là. Il y a eu aussi l'idée que donc on assistait à la fin des idéologies, puisque finalement l'idéologie libérale, c'était un peu la quintessence de toutes les idéologies et de tout ce qu'on pouvait faire de mieux. Après, avec les technologies qui se sont aussi accélérées, on a l'impression que voilà, en fait, chaque technologie va juste apporter des améliorations par rapport aux précédentes. Et ça, c'est un peu l'idée du transhumanisme ou du technosolutionnisme, c'est qu'on pourra résoudre tous les problèmes sociaux, politiques, etc., à l'aide de la technologie, et que finalement, la manière dont le monde est géré, elle va pas changer grandement, puisque voilà, a priori ça fonctionne, mais c'est juste les technologies qui vont améliorer les choses. Comme si du coup on avait cette idée que on pouvait pas changer de modèle de société, ou alors ça existe en théorie, mais c'est utopique, on peut pas imaginer un modèle alternatif, hein. C'est un peu l'idée de Thatcher qui dit qu'il n'y a pas d'alternative. On est un peu coincé comme ça, même quand on est à gauche, on cultive les défaites depuis plusieurs années, et donc on se dit que voilà, que on est un peu bloqué. Et en même temps, il y a les cataclysmes écologiques qui sont déjà là, qui vont venir, et donc ça, dans certains sens,
j'ai l'impression que c'est un petit peu, en tout cas d'un point de vue médiatique, un peu disparu ces derniers mois. Mais voilà, la collapsologie, tout ça, l'idée que, en fait, le monde allait changer, mais alors ça allait, c'était à cause, on allait le subir, quoi. C'est pas nous qui allions le provoquer, mais on allait le subir et ça allait être terrible pour tout le monde. Donc voilà, il y a l'époque est bloquée et que du coup l'idée de progrès, en tout cas telle qu'on l'avait avant, elle est plus aussi forte et elle est remplacée par ce qu'appelle l'historien François Hartog le présentisme. Et donc voilà, on est un peu coincé dans le présent et des représentations du présent qui stagnent. Enfin, en tout cas, on est dans une histoire qui stagnerait, dans lequel les alternatives socialistes semblent plus possibles ou réalisables, et en tout cas elles se prennent la répression à chaque fois. Et où le néolibéralisme tel qu'il est installé va toujours exister, et il changera juste au fur et à mesure des technologies qui changeront à travers le temps, quoi. Enfin, voilà. Et donc tout ça, ça provoque une espèce de stagnation historique dans laquelle on serait, et c'est aussi un travail des pensées critiques à gauche, et d'imaginer comment on peut sortir de cette stagnation, comment on peut arrêter cette culture de la défaite, et comment on peut imaginer des alternatives qui soient concrètes, qui puissent s'inscrire dans les esprits. Et voilà, c'est encore des débats qui existent au niveau stratégique et intellectuel, et c'est compliqué. Grande question, ouais. Non, mais grande question. Et puis c'est là où justement on refait le pont là qu'on faisait tout à l'heure entre il y a des grandes idéologies qui peuvent être développées, etc. Et puis il y a aussi des stratégies, de la stratégie militante, de l'action, etc. qui doit se faire. Et de là peut revenir, peut être réactivé ou activer des nouvelles idéologies, etc. Je pense que là on est bien aussi dans cet échange entre. Ouais, c'est ça, ouais. C'est sur les idéologies qui pourraient apparaître dans le futur, parce qu'on a l'impression que tout est bloqué, que toutes les idéologies en fait ont été déjà développées, et que l'humanité en quelque sorte ne pouvait rien inventer. Et donc ouais, alors évidemment je précise pas ça parce que je sais pas, c'est pas entre guillemets mon travail. Enfin, j'ai pas de réflexion aboutie là-dessus, mais il faut peut-être se dire que finalement ouais, il y a encore des choses à inventer, à imaginer, à réinventer, à réimaginer à partir de choses qui sont déjà qui ont déjà existé de manière théorique ou pratique, mais qu'il faut les repenser, et qu'on peut-être que de nouvelles idéologies pourront apparaître, et qui sortiront de cette stagnation dans laquelle on peut avoir l'impression d'être en ce moment, quoi. Surtout avec ce qu'on disait tout à l'heure, la montée des autoritarismes, où on a l'impression que l'histoire se répète de manière un peu trop caricaturale. Eh bien, sur cette grande phrase, je pense qu'on va on va terminer tranquillement. Merci beaucoup en tout cas. Merci merci à toi d'être venu parler de ton livre et de nous avoir parlé de tout cela. On a évidemment un peu taillé à la hache dans tout cela. Moi, je conseille vraiment les gens, si ça vous intéresse, de faire un espèce de de vous refaire un espèce de point sur toute l'organisation et l'articulation de ces idéologies politiques occidentales. C'est une très bonne manière de refaire le point et de resituer plein de choses, de revoir des noms qu'on connaît, si ça vous intéresse, si vous savez plus trop pourquoi trotskisme, léninisme, voilà, vous pouvez aller voir des choses. Non mais c'est vrai, des choses qui des fois sont un peu éloignées de nous, mais même sur les questions par exemple de la pensée libérale, etc. Ça permet de réarticuler tout ça et de placer tout ça. Plein de monde qui te disent merci dans le chat et qu'on apprécie. Merci au chat. Merci, ouais. Je pense l'interview. On va en terminer. On va en terminer ici. Merci beaucoup. Bonne continuation. Tu as des trucs qui arrivent là sur ta chaîne. Donc on parlait du podcast Rousseau. On peut faire un petit moment promo. Ouais. D'ailleurs, je vois dans le chat, j'ai vu parfois la question pourquoi je suis passé de la vidéo au podcast. En fait, c'est un peu lié pour gagner un peu plus de temps aussi. Puis j'avais remarqué que en termes de dans les commentaires, puis en termes de vues, les gens ne suivaient pas forcément plus les vidéos que les choses qui étaient plus faites de manière audio. Donc je me suis dit que voilà, et puis aussi pour me dégager un peu de temps aussi et être un peu moins toujours dans le charbon de ce truc-là, de ralentir un petit peu et de m'éviter le montage vidéo, et donc de faire un format audio qui permet aussi de le mettre sur d'autres plateformes. Donc voilà, c'est pour ça que je suis passé à ce format plus audio. Après, je m'interdis pas de revenir à la vidéo, mais pour l'instant, je suis bien avec ce format audio. Donc voilà, c'est...
Très bien. C'est pour cette raison. Ok. Et du coup, donc ouais, en ce moment, il y a 3 épisodes, sur Rousseau, alors que j'avais déjà fait au début de la chaîne, mais alors vraiment en 7-10 minutes là, sur le contrat social et le discours sur les origines de l'inégalité, et cetera. Et là, je vais beaucoup plus en profondeur et je le vais plus en profondeur aussi d'un point de vue, d'histoire, contextuelle des idées, où je pars un peu de l'histoire au 18e, de la manière dont le régime, fonctionne à l'époque politique en France. Et comment Rousseau, il s'empare un peu de ça et avec qui il discute, avec quelles sont ses influences. Donc voilà, je vais beaucoup plus dans le détail d'une histoire entre guillemets contextuelle des idées, pour parler de Rousseau. Et donc il y a 3 épisodes et le tout fait à peu près 1 heure pour couvrir un peu toute la pensée de Rousseau, d'un point de vue donc d'histoire intellectuelle et sociale des idées. Et puis après, du coup, là, à la fin du mois, il y a quelque chose sur Lénine qui arrive, donc à l'occasion du centenaire de sa mort. Et tout ça donc est disponible parce que les gens, comme c'était podcast et tout ça est disponible Ouais. sur ta chaîne YouTube dont j'ai mis le lien. Voilà, donc, sur YouTube, et puis c'est aussi dispo sur les plateformes de podcast, donc Spotify, Apple, etc., quoi, Deezer. Ok. Bon trop bien. Merci beaucoup. Merci. Je vous reviens dans 5 minutes si vous voulez. Le temps de finir. C'est fini pour l'interview. Je vous mets en écran de pause Twitch là, le chat, et puis je reviens dans quelques minutes pour vous dire au revoir. Merci à toi encore, Karim. Merci, Et, à bientôt. et bonne journée. Ouais, de même.